Le 7 décembre 1941, l'Empire du Japon bombarde Pearl Harbor. Une attaque fulgurante, plus de 2400 morts et la flotte du Pacifique en grande partie détruite. Le monde bascule. Mais ce jour-là, le Japon ne signe pas sa victoire, il scelle sa défaite. Et pourtant, à ce moment-là, l'Empire du Soleil Levant est à son apogée. Une armée surpuissante, une marine ultra moderne, des généraux expérimentés et une série de conquêtes éclatantes en Asie. Le Japon n'est pas un petit État désespéré. C'est une puissance militaire, sûre d'elle, déterminée et redoutée. Mais à ce moment précis, Tokyo vient de réveiller un monstre. L'Empire pensait déclencher une guerre rapide, chirurgicale. Mais à la place, elle a déclenché un ouragan. Au début des années 30, le Japon est déjà une puissance militaire de premier plan. Elle a vaincu la Chine, pris la Mandchourie et rêve d'un empire asiatique. Son objectif ? Créer une sphère de prospérité asiatique, débarrassée de l'influence occidentale. Mais cette expansion a un coût. L'archipel est pauvre en ressources et il dépend du pétrole américain, du caoutchouc malaisien et du minerai d'Indochine. Alors en 1941, quand les États-Unis imposent un embargo pétrolier, Tokyo panique. Le Japon n'a que 2 ans de réserve. Sans pétrole, plus d'armée, plus de guerre possible. La solution ? Frapper vite, fort et prendre le contrôle des ressources du sud-est asiatique. Mais pour ça, il faut neutraliser la flotte américaine dans le Pacifique. D'où Pearl Harbor. Une attaque surprise, pensée comme un coup de maître tactique. Mais c'est là que le raisonnement japonais déraille. Ils pensent que les Américains, choqués, demanderont la paix, que les opinions publiques occidentales ne supporteront pas une guerre lointaine. Ils misent sur une guerre éclair, un scénario à la Hitler de 1940. Mais les stratèges japonais se trompent. D'abord parce qu'ils ne connaissent pas bien l'Amérique. Ensuite, parce qu'ils n'ont aucune solution pour une guerre longue. Et surtout, ils n'ont pas détruit ce qu'il fallait à Pearl Harbor. Les porte-avions. Tous étaient absents ce jour-là. Ils reviendront avec vengeance. Et pourtant, dans les mois qui suivent, le Japon accumule les succès. Philippines, Hong Kong, Malaisie, Singapour, Bornéo, Java. En moins de 6 mois, l'Empire japonais devient le plus grand d'Asie. Il contrôle un territoire immense de la Mandchourie aux îles Salomon. Tokyo est en liesse. La propagande parle d'un empire invincible. Les officiers se comparent à Napoléon. Mais il y a quelques problèmes. Premièrement, les lignes logistiques sont intenables. L'empire s'étire sur des milliers de kilomètres sans flotte de transport suffisante. Deuxièmement, les pilotes d'élite ne sont pas remplaçables. Le Japon forme ses aviateurs sur plusieurs années, qu'il sacrifie en quelques mois. Et troisièmement, l'industrie est à bout. Contrairement aux États-Unis, le Japon ne peut pas produire en masse. Pas assez de ressources, pas assez d'usines et pas assez d'hommes. Mais surtout, les États-Unis ne restent pas immobiles. En 1942, 2 batailles changent tout. La mer de Corail, première fois que l'avancée japonaise est stoppée, et Midway, le tournant. À Midway, en juin 1942, les Japonais perdent 4 porte-avions. Et surtout, leurs meilleurs pilotes, leurs chefs les plus expérimentés et leur initiative stratégique. Le Japon perd l'offensive et les États-Unis reprennent le contrôle. Dès 1942, les États-Unis deviennent une usine géante. En 1944, ils produisent 96 000 avions. Le Japon, moins de 30 000 sur toute la guerre. Les États-Unis lancent un porte-avions tous les 14 jours, alors que le Japon met plusieurs mois à en construire un seul. Le déséquilibre est brutal. Et ce n'est pas juste une guerre de machines, c'est aussi une guerre de doctrine. Les Américains adaptent leur stratégie. Saut d'île en île, le Iceland Hopping, on évite les forteresses pour frapper les points faibles. Deuxièmement, la domination aérienne, des bombardiers B-29 à haute altitude et du ravitaillement aérien. Et troisièmement, la cryptanalyse. Les communications japonaises sont décryptées et chaque mouvement est anticipé. Et pendant ce temps, le Japon se recroqueville. Il envoie des kamikazes, car il n'a plus de pilotes. Il sacrifie des milliers d'hommes dans des îles isolées, comme à Guadalcanal.
Et il utilise des civils comme chair à canon à Okinawa. Et le pire, c'est que tout cela ne ralentit même pas la machine américaine. À partir de 1944, le Japon est cerné. Les lignes maritimes sont coupées par les sous-marins américains. La famine frappe l'archipel et les bombardements deviennent quotidiens. Tokyo, Osaka, Nagoya, Kobe, toutes les grandes villes sont en feu. Le 10 mars 1945, l'incendie de Tokyo fait plus de morts qu'Hiroshima. Mais le gouvernement japonais refuse de capituler. Pourquoi ? Eh bien parce que l'idée de reddition est inacceptable. Dans la culture militaire japonaise, se rendre est une honte. Alors, ils s'accrochent. Ils forment des milices civiles, entraînent des enfants à se battre avec des bambous. Mais les Américains, eux, préparent une autre option. Le 6 août 1945, Hiroshima. 3 jours plus tard, Nagasaki. 2 bombes atomiques. Mais ce n'est pas seulement la bombe qui fait céder le Japon. C'est aussi l'entrée en guerre de l'URSS, qui envahit la Mandchourie, et le sentiment que tout est perdu, définitivement. Le 15 août, l'empereur Hirohito parle à la radio. Pour la première fois de l'histoire, les Japonais entendent sa voix. Il annonce la capitulation. Le Japon ne pouvait pas gagner contre les États-Unis. Pas avec une industrie 10 fois inférieure. Pas avec une armée incapable de se renouveler. Pas avec une stratégie reposant sur un bluff permanent. L'Empire japonais n'a pas perdu à cause de Pearl Harbor. Il a perdu parce qu'il a misé sur une guerre courte, sans plan B. Parce qu'il a mal compris l'Amérique. Parce qu'il a cru que la volonté pouvait vaincre les chiffres. Et en fin de compte, cette guerre, c'est peut-être la démonstration la plus brutale de ce que l'histoire répète sans cesse. On ne gagne pas une guerre contre un ennemi qu'on n'a pas pris le temps de comprendre avant.